Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la similarité entre la perception et la communication, dans le but d'ouvrir des perspectives pour communiquer et regarder des gens qui fonctionnent différemment que nous, qu'ils soient 10 ou autre chose. Je suis médecin de formation et je suis chercheur à la faculté de médecine de Lyon et au centre de recherche en neurosciences de Lyon, mais je ne m'occupe pas directement d'enfants 10. Je travaille dans un service de rééducation neurologique qui est à l'hôpital Henri Gabriel et à l'hôpital neurologique. Voilà, donc je ne suis pas du tout expert en 10. Et mon domaine de recherche, c'est les relations entre la perception et l'action. Donc c'est tout à fait pertinent pour les 10, bien sûr. Ça me permet d'avoir des projets de recherche avec le docteur Gonzalez qui vient de quitter la salle et qui est spécialiste en particulier de dyspraxie. Mais je ne suis pas spécialiste. Alors je voudrais commencer par vous parler de deux problèmes du cerveau lorsque le cerveau essaie d'appréhender la réalité. Le cerveau, il est à l'intérieur, il essaie en permanence de se renseigner sur ce qui se passe à l'extérieur. Et il y a deux grands obstacles à rencontrer la réalité telle qu'elle est, on pourrait dire. C'est que, d'une part, les capteurs dont dispose le cerveau sont perfectibles. En particulier, les ingénieurs disent que l'œil est construit à l'envers. Il y a des tas de problèmes dans l'œil qui font qu'ils ne perçoivent pas les choses de façon optimale. Je vous donnerai un exemple concret tout à l'heure. Et en plus de ça, les signaux que le cerveau a interprétés sont des signaux qui sont complexes. Et je vous donnerai aussi des exemples très concrets. Vous avez par exemple ici cette image du cerveau qui peut se transformer lorsqu'on la regarde de près ou de loin. Et je vais beaucoup utiliser les illusions d'optique ou des images ambiguës de ce type pour arriver à vous montrer combien le monde peut être interprété de différentes façons. Le monde visuel en particulier, c'est plus facile à en faire la démonstration ici. Alors pour commencer, je vous montre cette scène de Londres et je vais vous montrer cette scène, comment elle arrive sur notre rétine. Donc vous savez que dans notre rétine, on a une zone centrale, la fovea, qui permet de voir très précisément. C'est celle qu'on bouge avec les yeux pour arriver à lire, pour arriver à voir les détails, les couleurs, etc. Et bien sûr, on regarde ce qui arrive dans cette zone à partir de cette image-là. C'est tout à fait incroyable. Voilà ce qui parvient sur la rétine. Ça veut dire que la rétine et le cerveau doivent travailler pour arriver à retrouver cette image en quelque sorte. Et donc, le cerveau a ça comme information qui arrive et il doit élaborer, filtrer, augmenter le rapport signal-sur-bruit, disent les ingénieurs, etc. et interpréter les choses pour arriver à retrouver des images qui soient plus connectées avec la réalité. Donc vous voyez ici sur cette image, j'espère que j'ai un laser avec moi. Voilà, donc vous voyez, vous voyez sur cette image ici, on aperçoit un petit peu des traces comme ça, qui sont des vaisseaux sanguins qui circulent au fond de la rétine et qui s'interposent entre l'arrivée de la lumière et les récepteurs lumineux. C'est un des exemples de la conception un petit peu qui n'a pas été fait par un ingénieur de la rétine. Voilà. Et donc, en conséquence, lorsque vous voulez observer une image, vous êtes obligé de promener votre regard sans arrêt sur cette image. Et à partir de ces différents spots que vous arrivez à voir et à faire rentrer dans votre cerveau, vous les recollez bout à bout pour faire un puzzle et reconstituer la scène globale. Et vous avez l'impression à chaque instant de voir la scène globale, alors qu'à chaque instant, vous ne voyez qu'une zone comme ça, et très peu en vision périphérique. Et c'est la mémoire de ce que vous venez de voir dans la seconde qui précède, qui vous permet d'avoir cette impression de voir toute la salle entière. Il y a des tas de démonstrations amusantes sur Internet qui s'appellent Change Blindness, par exemple, qui vous permettent de prendre conscience de la robustesse de ce phénomène et qui fait que si je suis là face à vous tous, il pourrait y avoir quelqu'un qui change de place avec quelqu'un d'autre ou dont le pull change de couleur, etc. Et je ne le percevrai pas du tout si je ne suis pas en train de regarder pile à cet endroit-là. Donc c'est la façon qu'ont les chercheurs de montrer combien notre champ de vision est aussi restreint, malgré les apparences. Deuxième problème pour contacter la réalité, c'est que les signaux sont très complexes
Donc je ne vais pas lire ma liste, mais je vais vous montrer quelques images qui peuvent poser des problèmes au cerveau pour interpréter qu'est-ce que c'est qui est vu, qu'est-ce que c'est que ce drôle d'animal. Ici, est-ce que vous voyez un tigre ou pas? Comment le cerveau fait pour voir un tigre dans ce mélange? Ici, les deux chevelures sont tout à fait trompeuses de savoir de quoi il s'agit, dans un cas comme dans l'autre. Donc le cerveau doit segmenter les contours, c'est ce qu'on appelle la segmentation des contours. Vous avez tout ce qui est de l'ordre du mouvement, soit quand vous vous déplacez, soit quand quelque chose se déplace, ça génère des flous. Et donc les images sont pas nettes, et il faut arriver à reconstituer l'image à partir de ces éléments-là. Il y a des problèmes de lumière qui sont parfois trop présentes. Si vous sortez d'un seul coup au soleil, vous êtes ébloui, ou vous avez très peu d'informations si vous êtes dans l'ombre, comme sur cette image. Et puis les problèmes d'ombre aussi, qui peuvent générer des illusions, comme ici, on a l'impression que la dame est sur un tapis volant. Et puis, bien sûr, ce que je vais aussi illustrer dans mon exposé, c'est que ces illusions peuvent être tout à fait... Il y a beaucoup d'artistes qui jouent avec ces illusions, comme ici, vous avez cet artiste qui met une sculpture en forme de point d'exclamation, dont l'ombre est un point d'interrogation, ou bien ici, des briques placées dans un mur, de telle sorte que l'ombre devienne une silhouette humaine. Donc on a dans l'art des tas de gens qui jouent avec ça. Voilà d'autres exemples d'images complexes. On pourrait passer 2 heures à regarder ces heures d'images, parce que c'est chaque fois amusant, mais j'en ai sélectionné quelques-unes ici. Vous avez des images qui, avec le décalage de profondeur, fait que l'interprétation de l'image peut être compliquée, ou si elle n'est pas compliquée, elle est au moins amusante. Et vous avez ici cette sculpture réalisée par un artiste suisse, qui consiste à avoir une grande bouteille et un petit verre, et suivant l'angle de vision auquel on regarde cette sculpture, ça se transforme en un grand verre et une petite bouteille. Et donc ça illustre parfaitement ce dont il s'agit. Lorsqu'on veut regarder la même chose de 2 points de vue différents, on ne voit pas toujours la même chose. Et cet artiste-là s'appelle Marcus Retz, et quasiment toutes ces sculptures sont de cet ordre-là. Suivant l'angle de vue qu'on prend pour regarder la sculpture, on ne voit pas du tout la même chose. Vous pouvez la voir sous cet angle-là ou sous cet angle-là. Donc, ce que je voulais dire, c'était que, pour commencer, c'est que la réalité ne peut être qu'interprétée du fait de ses complexités, de la limitation du cerveau et des récepteurs. Et donc, le cerveau doit jouer aux devinettes, mais l'artiste aussi joue avec le cerveau en utilisant ces choses-là pour arriver à générer des images ambiguës qui peuvent avoir des conséquences artistiques, des conséquences émotionnelles, etc. Donc, on est un petit peu dans un double jeu de la réalité et de sa représentation. Et c'est ce qu'on va essayer d'illustrer un petit peu. Donc la première chose qu'on va voir, c'est que l'interprétation est utile et nécessaire, parce que face à l'insuffisance des organes sensoriels, à la complexité des signaux, la perception est habituellement, les interprétations sont habituellement fiables et évolutives, c'est-à-dire qu'elles évoluent au fur et à mesure que vous acquérez une expertise dans un domaine, vous pouvez développer une meilleure perception, ou bien une meilleure habileté, etc., etc. Donc on passe de la sensation à la perception, à la représentation, en sachant que les illusions vont jouer avec ces interprétations-là. Et voilà, pour passer un petit peu de ce monde de la vie de tous les jours avec les photos que je viens de montrer, maintenant ce qui se passe au niveau des illusions, vous avez ici ce fameux portrait de Voltaire réalisé ici par Dali, où vous ne le voyez peut-être pas tous, mais je ne vais pas passer 5 minutes, parce que si on passe 5 minutes par image, vous verrez que ça va être trop long. Et vous avez ici 2 nonnes qui peuvent être vues comme le portrait de Voltaire avec ses 2 yeux à la place des 2 visages des 2 nonnes ici. Et Salvador Dali a beaucoup joué avec ces images de ce type-là. Et il a, bien avant les neuroscientifiques, par exemple, montré qu'une image de ce type-là pouvait avoir 2 interprétations. Donc cette image-là, vous pouvez la voir les yeux ouverts, comme vous la voyez maintenant, et là vous voyez Gaïa nue vue de dos, c'est la lecture de Dali. Et si vous fermez presque les yeux, vous voyez apparaître le portrait du président Lincoln tel qu'il est ici. Donc vous fermez presque les yeux, et à ce moment-là, vous voyez apparaître le portrait du président Lincoln, et Dali a donné les 2 solutions de l'image, ici et ici. Vous avez ici Gaïa, et ici Lincoln, qui sont les 2 interprétations de cette image, ce qui montre que la même image, vue de 2 façons différentes, avec des rétines différentes ou des systèmes rétiniens différents, peuvent être interprétés de façon différente. Le cerveau doit donc arriver à sélectionner la bonne interprétation, parce qu'il reçoit simultanément ces 2 interprétations, et il va choisir l'une des 2 à un moment donné, en fonction de différentes circonstances. Et le cerveau va aussi construire des choses lorsqu'elles manquent. Ici, vous voyez un camembert, ici, vous voyez 2 camemberts, et ensuite, vous voyez plus de camembert, vous voyez 3 ronds avec un triangle posé par-dessus, et vous n'arrivez plus à avoir de camembert.
Et vous ne pouvez pas vous empêcher de voir un triangle posé ici sur ces ronds alors qu'il n'y a pas de triangle. Alors, pourquoi le cerveau a ces choses-là? Très souvent, les illusions d'optique, on les utilise un petit peu comme si on voulait montrer que le cerveau fonctionne mal. En fait, c'est parce que le cerveau fonctionne bien que les illusions d'optique fonctionnent bien. J'ai mis une autre illusion ici, vous avez un cœur qui apparaît alors qu'il n'y a pas de cœur du tout sur cette image. Mais en fait, c'est grâce à ces mécanismes de complétion des contours ici que vous pouvez voir un tigre. Et c'est grâce à ça que l'homme a sûrement survécu, parce que si vous n'étiez pas capable de voir un tigre ou une bête féroce ici, ou en tout cas un prédateur de l'homme, il n'y aurait plus d'homme sur la Terre. Donc c'est tout à fait utile de voir un triangle là où il n'y en a pas. Ça nous permet de voir un tigre là où il y en a un. Également ici, vous n'avez pas de carré noir, donc si vous n'avez pas de carré noir, vous n'avez pas de mouvement, et pourtant votre cerveau voit un mouvement, et voit un carré noir qui saute de droite à gauche. Donc là aussi, c'est votre cerveau qui construit à la fois le carré, qui construit le mouvement, parce que le système visuel fonctionne très lentement, et il a l'habitude de compléter. C'est un petit peu comme si, nous on ne le perçoit pas comme ça, mais c'est comme si le système visuel percevait au stroboscope, et il est obligé de compléter ce qui se passe entre les images. Donc du coup, quand vous donnez deux images comme ça, vous donnez deux images successives, le cerveau va compléter entre les deux, et il vous donne l'impression qu'il y a un carré qui est en train de se déplacer entre les deux côtés de l'image. Ensuite, il y a cette illusion qui est très connue, où vous avez ici ces deux boîtes qui se promènent sur les rails, pardon. Ça va trop vite pour moi, là, où je me trompé de bouton. Voilà. Donc vous avez ces deux boîtes qui sont de la même taille, et on peut les faire promener d'un bout à l'autre sur la diapositive, et vous les voyez grandir et devenir plus petites alternativement, alors que bien sûr, ces deux boîtes sont exactement les mêmes. Lorsqu'elles se croisent, vous pouvez vérifier qu'elles sont de la même taille, et il n'y a pas dans cette animation de modification de la taille de ces deux boîtes. La seule chose qui existe sur cette diapositive, c'est qu'il y a des photos de rails en fond d'écran, et que même si vous ne voulez pas voir ces rails, même si vous voulez ignorer ces rails, votre cerveau va toujours utiliser cette information pour coder la taille des objets, parce que c'est comme ça dans la vie de tous les jours que vous connaissez la taille des objets, puisque cet objet il est plus grand s'il est plus près de moi, il est plus petit s'il est plus loin de moi, et que mon cerveau va en permanence corriger ça pour savoir que ces objets sont de la même taille. Donc c'est aussi un mécanisme utile, c'est celui par exemple qui nous permet de voir tous les carrés de ce carrelage de la même taille, alors qu'ils ne sont pas du tout de la même taille sur notre rétine. Donc le cerveau corrige aussi les erreurs en quelque sorte, ou les phénomènes de la géométrie qui peuvent poser des problèmes. Et par contre, il a une autre situation où ce n'est pas simplement des corrections, mais où il doit faire un choix. Vous avez ici cette photo où on ne sait pas s'il s'agit d'une photo de face ou d'une photo de profil. D'accord? Parce qu'en fait, c'est une photo de face qui a été découpée selon le profil, de façon très habile. Donc on n'arrive pas à savoir, le cerveau n'arrive pas à se décider de savoir s'il s'agit d'une face ou d'un profil. Vous pouvez plus ou moins arbitrairement décider, mais ça peut changer. Est-ce qu'au fond, vous arrivez à voir ces deux images-là? Est-ce qu'il y en a un qui vous apparaît plus en colère que l'autre? Oui, celui de droite. Donc suivez-le bien des yeux. Qu'est-ce que ça donne? C'est toujours celui de droite qui est plus méchant au fond, c'est peut-être pas assez grossi. Par contre, au premier rang, c'est celui-là maintenant. Voilà, donc en fait, c'est la même chose un petit peu que l'utilisation de DALL-E, sauf que c'est réalisé par ordinateur. C'est pour montrer encore une fois qu'en fonction de la distance à laquelle on regarde, on va utiliser des systèmes rétiniens différents et on va donc produire des interprétations différentes du même stimulus. Donc quand on voit toutes ces illusions, on se rend compte que le cerveau va sélectionner les informations dans l'environnement, il va compléter les informations manquantes lorsqu'elles manquent parfois, et le cerveau doit aussi réaliser des choix entre différentes interprétations. Et maintenant, on va essayer de s'intéresser à savoir comment le cerveau va faire ses choix, qu'est-ce qui va l'aider à compléter lorsqu'il manque quelque chose, comment il va réaliser ces choix-là. Et on va voir que globalement, c'est ce qu'on appelle le contexte, qui va venir au secours de cette ambiguïté, qui va aider à résoudre les questions ambiguës. Vous avez par exemple cette image, dans laquelle cette barre-là est de la même couleur tout le long, et elle est positionnée sur un fond qui, lui, est clair à gauche et foncé à droite. Et la conséquence, c'est que votre cerveau va interpréter ce gris ici étant plus clair que ce gris-là. Ça veut dire que le cerveau va juger la couleur par rapport au contexte spatial autour de l'objet qui l'intéresse. Si ce contexte varie dans le temps, votre interprétation peut aussi varier. Vous avez ici des barres qui sont constituées de verre plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Je ne vais pas modifier ces barres, mais je vais modifier uniquement la couleur du fond de l'écran.
Et vous allez voir les conséquences que ça a sur la couleur des barres. Donc vous voyez ces barres s'animer de mouvements de luminosité vers le centre ou vers la périphérie, alors que la seule chose qui change, c'est la couleur du fond. Donc là aussi, c'est le contexte qui change, et le contexte changeant dans le temps modifie l'interprétation à chaque instant que le cerveau va se faire de la couleur de la barre qui est en face de lui. Excusez-moi. Vous avez ici un exemple d'un collègue japonais qui s'appelle Kitaoka, qui est un petit peu le champion du monde des illusions d'optique et qui gagne des prix d'illusions d'optique de partout. Par exemple, ici, il a utilisé la photo du pavillon d'or avec l'objectif de se demander quelles sont les couleurs qui sont à l'extrémité de ces différents bâtonnets rouges. Et si on prend par exemple ici, quelle couleur vous voyez à cet endroit-là? Jaune, rouge, orangé, etc. Si vous regardez la couleur de ces barres, là aussi, dans les jaunes, en fait, il n'y a que du bleu sur cette photo. Si vous regardez, quand on extrait de cette image les couleurs qui sont à l'extrémité de ces bâtonnets, on observe que les couleurs sont celles-ci, lorsqu'on les représente sur un fond blanc. Mais le cerveau les interprète, encore une fois, de façon relative au contexte spatial de l'ensemble de l'image. C'est-à-dire que ce jaune-là est un bleu qui est jaune par rapport à l'ensemble de la diapositive. Et le cerveau ne peut pas s'empêcher de baser son interprétation des couleurs sur l'ensemble de la diapositive et en relation avec cette diapositive. Alors ce phénomène-là, il peut paraître bizarre dans une illusion, mais en fait, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, la vraie photo du pavillon d'or, vous avez aussi différentes couleurs qui correspondent toujours à la couleur de l'or, et votre œil voit, face à cet objet-là, que c'est la même couleur. Donc le cerveau corrige en permanence les couleurs en fonction des ombres, en fonction des angles, etc. Lorsque vous êtes dans une pièce, par exemple, si vous regardez ici, le blanc ici, il est très foncé par rapport à celui-ci, mais votre cerveau corrige, il sait que c'est le même blanc. Et donc ce phénomène de correction intervient en permanence et il peut, dans des cas particuliers, générer comme ça des illusions d'optique. Donc ça, c'était tous des exemples par rapport à l'espace, un contexte spatial situé autour de l'objet qui était regardé. On va examiner maintenant un lien entre le contexte spatial et l'interprétation temporelle. Donc vous avez ici ces deux gros yeux là, et au centre de ces deux gros yeux, vous avez deux cercles foncés qui vont varier en luminance, donc ils passent du blanc au noir, ces deux points-là. Et vous n'allez pas me croire, mais ces deux points passent du noir au blanc en même temps. Ils sont blancs en même temps, noirs en même temps, tous les deux. Et pourtant, c'est pas possible de les voir comme ça, et donc je suis obligé de vous le prouver avec une petite animation en enlevant le tour. Vous voyez bien qu'ils sont synchronisés, et je remets le tour autour de ces deux cercles, et de nouveau, vous les voyez décalés dans le temps. Alors qu'en fait, c'est uniquement le contexte de la couleur, l'espace étant autour, qui va modifier l'interprétation de décalage temporel entre les deux objets qui changent de couleur. Vous avez cet exemple-là qui est très connu également, dans lequel, si vous promenez librement votre regard sur cette image, vous voyez des points roses qui clignotent, et comme ces points roses clignotent de façon ordonnée, ça génère l'impression qu'il y a un mouvement autour de l'image. Donc ça, c'est une première illusion, en quelque sorte, une illusion de mouvement, alors que c'est juste des points qui clignotent à tour de rôle. On a l'habitude de voir toutes les guirlandes qui fonctionnent comme ça, donc c'est un phénomène banal pour nous. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant sur cette image, c'est de vous demander de fixer la croix, de ne plus bouger du tout votre regard de la croix. Et là, vous devez voir tous les points roses disparaître progressivement et être remplacés par un point vert qui se promène tout autour de la diapositive. Ce point vert est bien sûr fabriqué par votre cerveau, puisque vous ne le voyez pas lorsque vous bougez les yeux librement. Donc qu'est-ce que c'est que ce point vert? C'est en quelque sorte la compensation que fabrique, comment dire, on dit que la perception, ça consiste à détecter tout ce qui change dans l'environnement. Donc ça veut dire que le cerveau, il a tendance à supprimer tout ce qui est constant. Donc tant que vous bougez vos yeux sur l'ensemble de la diapositive, sur votre rétine, vous avez des fois du gris, des fois du rose, des fois la croix, donc ça change tout le temps, pas de problème. Lorsque vous fixez votre regard ici, ces points roses sont tout le temps au même endroit, le cerveau veut s'en débarrasser, il n'a plus besoin de les voir, il sait qu'ils sont là, et donc pour les faire disparaître, il fabrique un point vert qui superpose au point rose pour que le vert plus le rose, ça devienne gris, et que ça les fasse disparaître. Et comme ces points clignotent,
au moment où il clignote, vous voyez le point disparaître et vous voyez la compensation que le cerveau a mis à la place du point. Et donc vous voyez ce point vert qui est inventé par le cerveau pour simplement faciliter la perception. Donc là aussi on peut avoir l'impression que c'est inutile ou une aberration du cerveau. En fait c'est un phénomène utile dans la vie de tous les jours, bien sûr. Toujours dans ce type de phénomène, quelque chose que je trouve encore plus spectaculaire, c'est ce visage. Vous le voyez là, ça va ? Alors je vais vous demander d'examiner ce visage sous toutes ses coutures et de l'apprendre par cœur, parce qu'en fait c'est un tueur qui s'est immiscé dans la réunion d'aujourd'hui. Et donc en sortant, vous devrez aider tout le monde à le reconnaître. Donc il faut vraiment apprendre tous les détails de ce visage en le regardant très fixement. Vous apprenez tous ces traits pour être sûr de le reconnaître. Et je vais ensuite vous montrer un autre visage. C'est un homme ou une femme ? Femme. Je vous montre un troisième visage, et ça c'est la complice du tueur à gages. Donc vous devez également regarder ce visage très attentivement pendant 30 secondes pour en apprendre tous les détails, pour être certain de ne pas le rater tout à l'heure dans le hall, ou à la sortie ou dans le métro. Donc regardez bien ce visage, apprenez-le par cœur bien attentivement. Il n'a pas beaucoup de particularités assez difficiles, mais vous le regardez bien attentivement. Ensuite, je vous montre encore un autre visage. C'est un homme ou une femme? Donc c'est évidemment la même femme que vous avez vue tout à l'heure. Vous avez 3 visages en tout. Et votre cerveau, lorsqu'il est habitué à regarder un homme, juge ce visage ambigu comme étant féminin, mais s'il est habitué à regarder une femme, il va juger ce visage ambigu comme étant masculin. Donc vous voyez que juger le sexe d'un visage peut dépendre de votre expérience sensorielle pendant les minutes qui précèdent, pendant ici les 30 secondes qui ont précédé. Donc vous imaginez la validité des portraits robots, espace de commentaires. Donc le cerveau perçoit les éléments de l'environnement grâce à l'utilisation de contrastes entre l'objet regardé et ce qui se passe autour. Et ça se passe à la fois au niveau de l'espace et au niveau du temps. Donc le contraste par rapport à ce qui est autour dans l'espace et ce qui s'est passé juste avant dans le temps. Alors maintenant, après ces observations qui sont très générales, vous avez tous observé ces illusions, vous avez tous observé les mêmes effets, donc ces effets vous montrent que vous ne percevez pas la réalité, mais en même temps, ils montrent que vous percevez tous la réalité de la même façon. Heureusement, ça veut dire qu'on peut échanger, et c'est de là que vient le plaisir des illusions, même si on ne voit pas la réalité, on voit tous la même chose, on est tous piégés de la même façon, donc on a quelque chose à partager. Maintenant, on va aborder dans la partie suivante des exemples dans lesquels on ne va pas tous percevoir la même chose. Donc ça va devenir un peu plus gênant, effectivement, pour les problèmes de communication dont on parlera ensuite. Vous avez ici cet exemple donné par Protagoras, vous voyez, c'est pas nouveau, que le même vent qui semble glacial à quelqu'un peut apparaître tiède à quelqu'un d'autre, et que donc, d'après Protagoras, il serait vrai de dire que le même vent est à la fois glacial et tiède. Donc c'est un petit peu vers ça qu'on se dirige. Alors vous avez peut-être déjà fait une partie de cette expérience, spontanément, parce que c'est quelque chose qui part de la vie de tous les jours. Vous avez la possibilité d'avoir une bassine d'eau chaude, une bassine d'eau tiède, une bassine d'eau froide, et on vous demande de placer la main gauche et la main droite dans l'eau chaude et dans l'eau froide. Vous plongez vos mains dans ces 2 bassines d'eau, vous attendez 30 secondes, vous sortez vos mains de cette bassine, vous les mettez dans la bassine du centre, et là, vous percevez de l'eau froide avec la main droite et de l'eau chaude avec la main gauche. Donc cette expérience du vent qu'on peut faire entre plusieurs personnes, on peut même la faire à l'intérieur de soi, de voir des décalages entre la perception qu'on a avec sa main droite et sa main gauche de la même façon. Là encore, ça montre combien la perception de la réalité dépend du contexte, et là dépend de ce que la main a perçu juste avant. Voilà. Donc là, une main qui dit c'est chaud et l'autre main qui dit c'est froid. Autre chose ici qui est une illusion qui mélange de très nombreux niveaux et qui est donc très efficace, puisqu'elle comprend à la fois des niveaux qu'on vient de discuter avant
et des niveaux qu'on n'a pas encore abordés jusqu'ici. Il s'agit, je vais vous affirmer que la case B est de la même couleur que la case A. Et je sais que vous aurez du mal à me croire, donc j'ai encore un petit dispositif pour arriver à vous montrer ça. J'ai cette grille avec 2 trous que je vais déplacer pour vous montrer que ces 2 cases sont bien de la même couleur. Et là, évidemment, on a de très nombreux mécanismes qui contribuent à montrer que ces 2 cases sont de la même couleur. D'abord, la case A est entourée de cases plus claires, contexte spatial. La case B est entourée de cases plus foncées, contexte spatial. Le B est foncé, le A est clair, donc ça aussi c'est du contexte spatial. Il y a une ombre qui se projette sur l'échiquier, donc vous allez corriger, comme on l'a vu pour tout à l'heure, tout ce qui est à l'ombre, vous allez l'éclaircir, tout ce qui est à la lumière, vous allez la rendre plus foncée. Et donc au bout du compte, vous voyez ces 2 couleurs complètement différentes, aussi différentes que du blanc et du noir. Et la dernière contribution à cette illusion, c'est bien sûr le savoir, votre histoire personnelle. Vous avez appris que ça, c'est un échiquier. Et donc, si c'est un échiquier, il y a du blanc et il y a du noir. Et donc, tous ces phénomènes qui vont générer des illusions de la rétine jusqu'à votre cognition vont contribuer à montrer que vous avez les cases noires et les cases blanches, alors que c'est exactement de la même couleur. Voilà. Voilà un autre exemple ici qui montre combien nos attentes vont modifier la perception. Vous devez voir ici des petites bosses. En fait, c'est du papier essuie-tout qui est pris en photographie macro. Et donc, c'est du côté où on a la bosse comme ça. Pourquoi le cerveau le voit en bosse comme ça? Déjà, on peut se poser la question. C'est tout simplement parce que le cerveau a l'habitude de se dire que la lumière vient d'en haut. Donc, si l'ombre est en bas, ça veut dire que c'est une bosse. D'accord? Donc, si on mettait l'image à l'envers, on verrait un creux. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre cette image-là et la retourner tout doucement. Alors, vous essayez de ne pas cligner les yeux pendant que l'image tourne. Vous la regardez attentivement quelques secondes, vous clignez les yeux une demi-seconde ou une seconde et vous allez voir. Donc là, ils sont toujours en bosse si vous n'avez pas fermé les yeux, mais si vous fermez les yeux, vous les ouvrez, d'un seul coup, ils passent en creux. Donc ça veut dire que la même image ici peut être vue en bosse ou en creux, parce que quand vous l'avez suivi, vous saviez que c'était une bosse, donc votre cerveau a pris son interprétation que c'était une bosse que vous allez voir, mais lorsque vous fermez les yeux, vous rebootez l'ordinateur en quelque sorte, et là, ça peut être qu'un creux. Donc c'est absolument incroyable de voir qu'en clignant l'œil, tac, la perception change complètement. Voilà. Donc ça c'était un petit peu pour l'histoire individuelle, qui est une histoire individuelle là, dans la salle, en quelques minutes, c'est difficile d'avoir des choses plus individualisées que ça dans un événement comme ça. Maintenant, je voulais aussi vous montrer qu'il y avait des facteurs collectifs. Alors, le premier facteur collectif, il est très lyonnais. Vous avez ici ce film des Frères Lumière, le fameux film de l'arrivée du train en gare de la Ciotat. Et je ne vois personne s'enfuir de la salle, alors que vous savez qu'à la première représentation de ce film, la moitié du public est parti en courant, parce que le flux visuel de voir le train comme ça les a paniqués et les gens partaient de la salle. Mais les hommes actuellement ne sont plus les mêmes. Ils ont été habitués à voir des écrans, des télés, des films, etc. Donc on sait que c'est une image qui n'est pas réelle. Et donc là c'est amusant de voir que en 100 ans, sur Lyon, puisque c'est au même endroit, on va changer complètement l'expérience qu'on peut avoir par rapport à cette image. Un autre exemple ici, qui est dû à un missionnaire du 19e siècle, qui a utilisé cette image et qui pose la question, qu'est-ce que vous voyez? Habituellement, je parie que 90% des personnes ici, voire plus, voient des gens qui sont assis par terre dans une maison, avec une fenêtre ici. Et les gens de la tribu avec laquelle il était en Afrique voyaient des gens assis sous un arbre avec une dame qui avait un paquet sur sa tête. Donc là, on voit un facteur culturel qui montre aussi que notre éducation, la façon avec laquelle le cerveau a été façonné, va complètement modifier notre perception du monde. J'aime aussi beaucoup cet exemple-là, qui a été étudié. Qu'est-ce que vous voyez là? Une baleine? J'entends les deux. Donc en fait, c'est une image qui a été utilisée au Canada et en Australie. Les Canadiens voient une baleine, les Australiens voient un kangourou à 95%. Nous, on est un petit peu entre les deux parce qu'on
On n'a ni l'un ni l'autre comme animal fétiche. Et en faisant tourner cette baleine ou ce kangourou, on peut arriver à favoriser l'une ou l'autre des rencontres. Chez quelqu'un comme un Français, ça marche. Chez un Australien qui a décidé que c'était un kangourou, vous pouvez la tourner, il verra toujours un kangourou, parce qu'une fois que son cerveau, c'est comme mon image tout à l'heure avec les creux et les bosses, une fois qu'il a décidé que c'était un kangourou, il voit un kangourou. Si c'est un Canadien, une fois qu'il a décidé que c'est une baleine, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, ça restera une baleine. Donc ça, c'est un petit peu la question qu'on discute souvent dans la vie de tous les jours. La première impression est souvent la bonne. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a cette impression, on trouve tous les arguments pour confirmer la première hypothèse que notre cerveau a fait. Ça ne veut pas dire que c'était la bonne. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait notre hypothèse, on fait tout pour la confirmer. Et notre cerveau fait tout pour confirmer cette hypothèse-là. Donc méfiez-vous des étiquettes. Quand on met une étiquette sur une personne, sur un fait, quand on interprète une chose, du coup, une fois qu'on a l'étiquette, eh bien, tout prend sens par rapport à cette étiquette. Et la rationalisation fait qu'on trouve une cohérence par rapport à cette étiquette et à cette interprétation qu'on a produite. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a une interprétation des phénomènes, ça fait écran à toutes les autres représentations possibles. C'est-à-dire que lorsque vous avez mis une étiquette de baleine sur cette image-là, vous ne pouvez plus voir un kangourou, et donc vous ne pouvez plus être ouvert à la réalité du monde parce que vous êtes purement dans votre monde intérieur. Donc ça, c'est valable pour le monde physique, de la perception, mais c'est aussi valable dans la communication, comme on en parlera tout à l'heure. Cette image-là, vous devez certainement percevoir quelque chose d'un peu érotique. S'il y a des enfants dans la salle, ils doivent voir des dauphins. Parce qu'au cours de notre évolution dans la vie, les enfants voient des dauphins. Je dois avouer que quand on m'a dit qu'il y avait des dauphins dans cette image, il m'a fallu 1 heure pour arriver à les voir. Donc si vous ne les voyez pas tout de suite, ne vous inquiétez pas. Les enfants, jusqu'à je ne sais plus quel âge, voient des dauphins, 7 dauphins, et les adultes n'arrivent pas à voir les dauphins sur cette image. Je vais vous en montrer un quand même. Vous avez ici une queue de dauphin, avec une queue, une nageoire, une autre nageoire, et puis une tête là, par exemple. Donc là, c'est encore une évolution personnelle. Lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adulte, on n'a pas l'habitude de voir les mêmes images, et notre cerveau n'a pas été encore formaté de la même façon. Donc la conclusion de tout ça, c'est que notre cerveau est un organe historique, dans le sens où la perception dépend étroitement de notre histoire, de nos expériences précédentes, et c'est un serpent qui se mord la queue, puisque les interactions avec l'environnement vont structurer le cerveau, mais le cerveau interprète l'environnement. Et donc on peut arriver à expliquer comme ça des cercles vicieux de perception ou de communication qui font qu'une fois qu'on a pris un mauvais départ, on va tout faire, tout rationaliser pour retrouver une cohérence par rapport à l'observation de départ. C'est la question donc de la première impression est toujours la bonne de tout à l'heure. Alors tout ce travail que je vous montre ici, c'est un travail qui est bien connu dans le domaine de la perception. Et je voulais aussi aborder avec vous ensuite, dans une deuxième grande partie, le fait que dans la communication, on va se trouver à peu près dans la même situation. Je vais commencer par une petite démonstration. On va couper la salle en deux. Donc la moitié droite de la salle ici, vous allez garder les yeux ouverts, et la moitié gauche, vous allez fermer les yeux. Rassurez-vous, ça ne va pas durer longtemps. Je vais vous montrer une diapositive, donc à la moitié droite, et vous allez vous focaliser uniquement sur ce qui est écrit en rouge. Vous mémorisez ce qui est écrit en rouge. Je fais tout disparaître. Maintenant, vous fermez les yeux à la moitié droite, la moitié gauche ouvre les yeux. Je vais vous donner la même instruction. Vous vous focalisez sur ce qui est écrit en rouge. Mémorisez ce qui est écrit en rouge. Je le fais disparaître. Maintenant, tout le monde ouvre les yeux et vous me dites à voix forte, qu'est-ce que vous voyez sur cette diapositive? C'est bon? Tout le monde a vu un 13? Alors, il y a la moitié de la salle a vu A, C et a dû voir un B. La moitié de la salle a vu un 12, un 14. On a conclu que c'était un 13. Ce qui est intéressant dans cette diapositive, c'est pas le fait qu'on voit un 13 ou un B, c'est le fait que lorsque le 13 apparaît, bien qu'il soit ambigu, on ne se pose pas la question, on ne voit pas l'ambiguïté du stimulus. Parce que le contexte nous aide à interpréter ce caractère-là. Donc en fonction du contexte, on décide que c'est un B ou un 13, et donc on ne peut pas voir l'autre, tant qu'on n'a pas vu l'autre contexte qui permet d'en arriver là. Et c'est comme ça qu'on peut arriver
à des foires d'empoigne parce qu'on n'a pas vu la même chose. Tout simplement parce qu'on n'est pas arrivé dans les mêmes dispositions devant le même événement ou la même scène à laquelle on a assisté. Alors on a l'impression que pour communiquer, on choisit des mots qui vont exprimer nos pensées, nos sentiments, nos émotions, mais il faut toujours rester bien conscient que ces mots-là ne sont pas nos pensées, nos sentiments, nos émotions. Les mots sont des mots qu'on a choisis, et c'est des mots qui doivent être entendus et interprétés par notre interlocuteur. Et donc, il y a énormément de sources d'erreurs. Vous connaissez peut-être la phrase que cite Bernard Werber dans son livre là, sur ce sujet. Je vais vous donner quelques exemples à partir, on a commencé par un seul caractère, B ou 13, je vais vous donner quelques exemples avec des petites phrases. Cette phrase-là, vous en avez tous une représentation de sa signification, mais elle peut être interprétée de différentes façons. On peut imaginer que les gens se sont inclinés l'un dans l'autre, ou que quelqu'un a été battu par quelqu'un d'autre dans le domaine du sport. Vous avez ici d'autres phrases comme ça qui sont ambiguës. Elle a ramassé une bûche, le prisonnier des cannibales était prêt à manger, le médecin guérit, les enfants préfèrent les gâteaux à la crème. Toutes ces phrases peuvent être interprétées de plusieurs façons. Probablement que ça ne vous saute pas aux yeux pour chaque phrase les deux interprétations possibles, parce que c'est difficile. Et je dois avouer aussi que chaque fois que je revois mon diapositive avant, je dis au fait celle-ci c'est quoi la deuxième interprétation? J'arrive pas toujours à les retrouver moi-même parce que je suis pris par une interprétation. Donc j'ai essayé de les représenter ici. Par exemple ici c'est soit le prisonnier qui est en train de cuire pour que les cannibales le mangent, soit il était prêt à passer à table, etc. Donc on a dans ces phrases toujours deux interprétations possibles. Dans un texte, l'ambiguïté de ces interprétations n'apparaît pas parce que le contexte nous aide à savoir comment interpréter cette phrase. Mais dans la communication, on a très souvent des difficultés où on est face à une ambiguïté linguistique et le contexte fait qu'on a une interprétation donnée alors que notre interlocuteur aura une autre interprétation et c'est comme ça qu'on commence à s'engueuler. Voilà. Donc c'est le contexte qui permet de résoudre les ambiguïtés, mais le contexte n'est pas nécessairement le même pour tous et donc on va avoir la possibilité de créer des décalages. Donc si on regarde cette question des ambiguïtés, on retrouve la même chose dans le domaine de la vision, de la perception en général, hein. Ça peut être le toucher, on a vu pour la température, et pour la linguistique. Donc sans contexte, l'ambiguïté de la phrase est parfois évidente, mais avec le contexte, on n'est pas conscient qu'il existe une ambiguïté. Et donc on est persuadé d'avoir raison. Et c'est ça le problème de la communication, ça commence lorsqu'on est persuadé qu'on a raison. Donc on confond notre interprétation avec les réalités, et donc dans la vie de tous les jours, le contexte n'est pas le même pour tous, les interprétations sont différentes, on est sûr de ce qu'on a compris, et ça va générer de la compréhension, du conflit, de la frustration, de la colère, etc., tout ce que vous voulez. Alors, dans quelle mesure l'interprétation est un avantage? On a vu que dans la perception, pour les illusions d'optique, la perception c'était avantageux parce que ça avait permis à l'homme de survivre, par exemple. Alors l'avantage de l'interprétation, c'est par exemple de permettre d'avoir une économie de parole. Lorsque vous tirez des conclusions, vous faites un diagnostic sur quelqu'un, vous dites il est furibard. Si vous sortez de la pièce et vous dites à quelqu'un d'autre il est furibard, ça évite d'avoir à analyser tout un tas d'informations que vous pourriez donner à la place. Son visage est devenu rouge, il gesticule, il transpire abondamment, il ouvre grand les yeux, s'exprime à voix très forte. C'est beaucoup plus facile de dire il est furieux, bien sûr. Mais une fois que vous avez dit il est furieux, ça va proposer une interprétation à quelqu'un. C'est une interprétation. Et si la personne ne fait pas la différence entre l'interprétation et la possibilité que la réalité soit différente de cette interprétation, à ce moment-là, on va vers un renforcement de l'interprétation. Donc l'interprétation, elle est utile parce que le qualificatif donne rapidement une signification à un ensemble d'informations, mais la limite, donc, ce sera de savoir jusqu'où on va avec l'interprétation. Un autre intérêt des interprétations, c'est qu'on peut jouer avec ça, on peut jouer avec l'ambiguïté. Vous avez ici cette image de ces deux femmes avec la tête de mort, évidemment des tas de représentations dans l'art, tout un tas d'artistes qui ont beaucoup joué avec des images ambiguës, Dali, Magritte, Archibald, au théâtre, Molière est un maître du quiproquo. Le quiproquo joue justement sur cette grande ambiguïté et s'amuse avec le spectateur et s'amuse avec les acteurs à entretenir ce quiproquo et c'est plaisant à regarder. Donc on peut s'amuser avec ces étiquettes, avec ces interprétations et avec ces décalages d'interprétation. Dans la littérature, vous avez spécialement les romans policiers, les nouvelles qui sont là pour nous amener dans une fausse piste en général. Vous avez la poésie qui peut générer des chocs émotionnels grâce à la surprise qu'on peut trouver grâce à un mot, la chanson, etc.
Donc dans le domaine artistique, on joue beaucoup avec ces interprétations et ça nous donne beaucoup de plaisir. Alors, je vais vous faire lire ici un texte pour... Jusqu'à maintenant, on avait vu le caractère B13, des petites phrases. Je vais vous faire lire un texte entier, qui est un texte que j'utilise avec mes étudiants en médecine, pour leur faire prendre conscience justement de ce décalage qui existe entre la réalité et l'interprétation qu'on fait de cette réalité. Donc je vais rester silencieux, je laisse le texte dérouler, et puis on verra vos réactions. Est-ce que vous arrivez à lire au fond? Ça va? Voilà, donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous se sont égarés sur une fausse piste en lisant ce texte. C'est justement l'objectif, parce que je trouve que c'est toujours plus facile de comprendre ces mécanismes-là lorsqu'on est confronté à leur réalité, lorsqu'on en fait l'expérience, que lorsqu'on fait un discours simplement abstrait. Alors ça, c'était les avantages on a vu les avantages de l'interprétation. Ici, on voit un peu les limites. Et donc, dans quel cas l'interprétation, ça peut poser un problème? Et ça nous amène sur le terrain de la distinction entre les faits et les interprétations. Donc les faits sont indiscutables, on peut toujours se mettre d'accord sur des faits, alors que les interprétations sont toujours subjectives. Et si on les confond, on oublie de vérifier le bien fondé des interprétations. On les prend pour acquises et c'est là qu'on est convaincu d'avoir raison. Alors pour prendre des exemples très concrets, vous pouvez dire si mon fils n'a toujours pas rangé sa chambre après ma 3e demande, le fait, je peux en conclure qu'il est paresseux ou de mauvaise volonté. Ça, c'est une interprétation. En général, on va directement à la 2e, donc on ne passe pas par le fait. Hein. Enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive. Si mon ami demande conseil à quelqu'un d'autre plutôt qu'à moi, le fait, je vais en conclure facilement qu'elle n'a plus confiance en moi, me méprise, m'oublie, me fait pas confiance, etc. Et je vais m'en raconter, etc., etc. Et puis plus je serai parti, plus je vais interpréter tout ce qu'elle va faire ensuite comme étant relevant de cette interprétation, et je vais nourrir mon interprétation, alors que tout simplement au début je me suis trompé d'aiguillage. Donc les interprétations deviennent problématiques lorsqu'on les confond avec la réalité, c'est-à-dire avec les faits. C'est un bœuf à bas dans la communication. Et je vais vous proposer un dernier exemple à faire ensemble avec une moitié droite et une moitié gauche. Donc la moitié droite va garder les yeux ouverts, la moitié gauche les yeux fermés. Je vous montre différents mots. Vous regardez ces différents mots simplement. Voilà. Ensuite la moitié gauche ouvre les yeux, la moitié droite ferme les yeux. Je vous montre aussi différents mots sur une diapositive. Voilà. Maintenant tout le monde ouvre les yeux et vous lisez ce mot. Alors, les deux contextes qui ont été donnés, c'était un contexte lié à la couture ou un contexte lié à la famille. Donc, vous allez lire ce mot différemment, fil ou fils, suivant le contexte. Tout à l'heure, c'était du spatial, 12, 13, 14. Là, c'est dans le temps. Suivant ce que vous avez vu avant, ça va modifier l'interprétation de la lecture de ce mot, sachant que le mot fil lui-même peut donner lieu à de multiples interprétations au-delà de la prononciation qu'on va lui donner. Donc, comme pour la perception tout à l'heure dans le domaine visuel, dans le domaine de la communication, le fait que le cerveau est un organe historique et que l'interaction avec l'environnement va structurer les mécanismes d'interprétation du cerveau qui, eux, vont être utilisés en retour pour interpréter l'environnement, sont source de mécompréhension et c'est là qu'on a les limites de la communication. Et nos interprétations sont donc personnelles, et elles sont d'autant plus personnelles que nous sommes plus concernés, évidemment. Si on vous dit 2 plus 2 égale 4, c'est plus facile de se mettre d'accord que si on vous dit t'as l'air en colère aujourd'hui, ou etc. Donc une des grandes questions qui se posent dans la communication, et un des buts de la communication, malheureusement, souvent, c'est de savoir qui a raison. Donc vous avez ici 2 bonhommes qui voient la même chose. Il y en a un qui en voit 3, un qui en voit 4, qui a raison. Le problème, c'est que nos interprétations sont en général automatiques. On ne peut pas les contrôler, elles se font malgré nous. Et donc, même si elles sont utiles,
Elle peut venir à la communication si on n'est pas capable de prendre conscience qu'on a réalisé des interprétations. Et il existe de nombreuses techniques de communication dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel ou familial, qui mettent l'accent sur le fait de prendre conscience de ces obstacles à la communication et de distinguer les faits des interprétations, comme la communication non violente, qui est représentée ici par un stand à l'extérieur et à l'intérieur du hall, ou la médiation également, que ce soit dans le domaine familial ou professionnel. Et dans les deux cas, le b.a.-ba, le début, c'est de se mettre d'accord sur les faits, parce que les faits sont indiscutables. Donc si on se met d'accord sur les faits, ensuite on va pouvoir aborder la question des interprétations. La difficulté étant de savoir bien distinguer ce qui relève du fait et ce qui relève de l'interprétation. Donc par exemple, ce que recommande la communication non violente, c'est de faire précéder une phrase qu'on veut donner par un verbe de perception. Je vois, j'entends, etc. Si vous êtes capable de dire « je vois que », c'est qu'a priori vous avez un fait derrière. D'accord ? Par exemple, il frappe sa petite sœur, traduit un fait, parce qu'on peut dire « je vois qu'il frappe sa petite sœur ». Mais « je vois qu'il est méchant », c'est une interprétation, parce que la méchanceté ne se voit pas. C'est une interprétation, un concept abstrait. D'accord ? Et donc on devrait dire il frappe sa petite sœur, j'en conclus qu'il est méchant. Pour se décaler et introduire ce décalage entre le fait et l'interprétation de cette réalité. L'interprétation pourra être remise en question, on peut en discuter, alors que le fait, il est indiscutable. S'il a frappé sa petite sœur, il a frappé sa petite sœur. D'accord ? Il ne faut pas nécessairement conclure qu'il est méchant. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une ouverture à l'autre qui devient possible lorsqu'on est capable de se dire que notre interprétation, qui est notre lecture du monde, n'est en fait qu'une lecture du monde, que ce n'est pas la réalité. Donc dans la communication, on distingue le stimulus, ça dépend des langages et des types de communication, et l'interprétation du stimulus, donc ce que je me dis par rapport au fait qui est observé. Et tant qu'on n'est pas conscient qu'il y a d'autres lectures du fait qu'on a observé, il n'est pas facile d'accepter la relativité de notre interprétation. Et tant qu'on n'accepte pas qu'on n'a pas forcément raison, on ne peut pas accéder au fait que l'autre peut percevoir les choses différemment. Et si vous repensez à la sculpture de tout à l'heure, où en fonction de l'angle de vue, on voit une grande bouteille, un petit verre ou l'inverse, on a besoin de garder présent à l'esprit que l'autre ne voit pas nécessairement les choses comme nous, et que ce qu'on voit n'est pas nécessairement la réalité. Et donc, évidemment, grand nombre de désaccords, mésententes, conflits résultent de ce manque de distance qu'on a dans la vie de tous les jours entre notre interprétation et cette réalité qui est une réalité apparente et qui s'impose à nous comme une évidence, mais qui n'est pas réellement le fait. Donc, pour conclure, j'ai quelques diapositives. Tout d'abord, la question c'est la réalité est-elle comme ceci ou comme cela, et vous avez cette sculpture qui est affichée sur le mur du musée avec un miroir, et dans le miroir, le ceci apparaît comme cela. Je trouve que c'est une illustration splendide de ces choses-là. Et donc les neurosciences cognitives nous apprennent que nos interactions avec le monde sont soumises à des interprétations nécessaires, automatiques. Elles sont de multiples mécanismes très divers, elles sont variables, elles évoluent dans le temps. Elles sont souvent très utiles, mais elles peuvent être problématiques. Et que la solution pour limiter ces problèmes, c'est de savoir détecter ces interprétations, de prendre conscience de ces interprétations. Ça demande de ralentir pour prendre le temps de se demander quel est le fait, quelle est mon interprétation. C'est ce que proposent différentes techniques de communication, dont la communication non violente, je le disais. Et donc, de se poser aussi la question du sens des mots que l'autre nous envoie, qu'est-ce qu'il nous envoie, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai cru entendre, ou qu'est-ce qu'il a cru dire, etc., etc. Donc à partir de ce jeu des mots, lorsque le jeu des mots est explicite, ça devient un jeu de mots, et c'est une source de plaisir, d'interaction, de poésie, etc. Ça peut apporter du rire, etc. Une qualité positive dans la communication. Si par contre le jeu des mots est implicite entre les deux personnes, et que les deux personnes ne se comprennent pas du fait de ce décalage dans l'interprétation du sens des mots qui sont délivrés, on est dans le jeu des mots parce que ça fait mal et parce qu'on n'arrive pas à se comprendre et qu'on est dans le domaine du conflit, du désaccord, de l'incompréhension, la frustration, la colère, etc., etc. Donc c'est important de bien toujours, ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'en prenant conscience
de la différence qui existe, simplement. Ça semble très facile comme ça, c'est très compliqué à faire au quotidien et à automatiser, mais prendre conscience de la différence qui existe entre les mots qu'on entend et le sens qu'on leur donne permet de se libérer d'une partie de ces difficultés et de cultiver peut-être ce qui est plutôt de l'ordre du plaisir dans la communication. Et pour finir, je vous mets cette diapositive avec 2 citations. La première, c'est « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », c'est une citation de Marshall Rosenberg, qui est le fondateur de la communication non violente. Et puis la deuxième, c'est « Être entendu par l'autre est une portée profonde. C'est ainsi que naît le sentiment de compter à ses yeux, d'être considéré et respecté pour ce que nous sommes. Cela permet de franchir bien des barrières culturelles, religieuses, raciales et de parvenir à une rencontre de personne à personne. » Et ces 2 citations me donnent envie de simplement vous répéter une intervention de Marshall Rosenberg que j'ai entendu décrire une interaction dans une école. Il lui dit, il y a un enfant qui dit 2 + 2 = 5. Et puis le maître lui dit, c'est faux. Et il dit, on peut aussi aller voir l'enfant, il lui dit, tiens, c'est drôlement intéressant, tu as trouvé 5, moi j'ai jamais réussi à trouver 5. Comment est-ce que tu t'y es pris pour trouver 5? Est-ce que tu peux me raconter? Ça m'intéresse. Imaginez un enfant dans cette situation-là, il n'est pas dans j'ai faux, je suis coincé, je suis lié, je sais pas. On s'intéresse à moi, je n'ai pas trouvé comme tout le monde, mais au moins on s'intéresse à moi. Peut-être que si on s'intéresse à moi, je vais aussi pouvoir m'intéresser, moi, à la façon qu'ont eu les autres de trouver 4. Et que je vais pouvoir accéder à autre chose, et surtout à être dans une bienveillance et une positivité complètement différente de celle qui existe lorsqu'on me dit c'est faux, un point c'est tout, ou on peut même me dire c'est faux, comme d'habitude, encore une fois, tu n'y arriveras jamais, etc., etc., ce que les enfants entendent très souvent. J'aurais bien voulu avoir des enseignants comme ça, malheureusement, les enseignants n'ont pas souvent assez de temps, n'ont souvent pas assez de temps pour pouvoir accéder à cette qualité d'interaction avec les enfants, mais j'espère qu'un jour, on arrivera à faire mieux en tant que parent et en tant qu'enseignant dans ce domaine. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour des questions si vous le souhaitez.